Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, on parlera politique, réconciliation nationale, société, bref, l'essentiel de l'actualité commentée, analysée, développée par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, Antoine Assaletiemoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné, Bamba Idrissa, secrétaire général des quotidiens Soir Info et l'Inter. Ce soir, nous abordons la question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Quel est l'état des lieux? Que pensent et que font les acteurs politiques de la réconciliation? Et justement, pour en parler, nous recevons ce soir des acteurs politiques de premier plan. Madame Christine Adjobi Nebou, vice-présidente du FPI, chargée des politiques sociales, de la solidarité et du bien-être. Vous êtes par ailleurs ancienne ministre de la lutte contre le sida. Docteur Paul Hervé Agoubli, vous êtes délégué national du parti Leader, chargé de la communication, par ailleurs enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Charles Niaoré, vous êtes député, président de Force 2015, mouvement politique proche du RHDP. Et monsieur Midé Alfred, vous êtes politologue. Bonsoir à vous, chers invités, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous parlons politique. Le président du Front populaire ivoirien FPI a rencontré jeudi le vice-président de la République. Pascal Affi-N'Guessan a plaidé auprès du vice-président Daniel Kablan-Duncan des facilitations pour que le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, fondateur du FPI, participe de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays. Je vous propose de suivre ce sujet et on en parle juste après. Le président du Front populaire ivoirien, FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a plaidé jeudi auprès du gouvernement ivoirien pour le retour de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo en terre ivoirienne. Pascal Affi-N'Guessan a évoqué la question au cours d'un échange avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Pour lui, plus rien ne justifie la présence de Laurent Gbagbo à l'extérieur du pays. À l'heure actuelle, plus rien ne justifie, je dirais, son maintien en dehors de la Côte d'Ivoire. La CPI a conclu à l'acquittement et il nous appartient, en tant qu'Ivoiriens, de nous entendre, de voir comment nous capitalisons cette décision d'acquittement. Concernant les futures échéances électorales, Pascal Affi-N'Guessan a réitéré le vœu de l'opposition quant à une refonte de la commission électorale indépendante afin de favoriser un environnement paisible et inclusif. Nous sommes venus nous ouvrir au chef de l'État et au gouvernement sur ces questions et faire des propositions pour que la commission électorale indépendante, notamment la commission centrale, intègre tous les acteurs majeurs. Et donc que les décisions soient prises pour que tous les acteurs majeurs de la vie politique soient représentés dans cette commission électorale indépendante et que les commissions locales qui sont à l'heure actuelle dominées à plus de 98% par les représentants du RHDP, cette commission soit réorganisée de manière à refléter l'ensemble des forces politiques du pays. Plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cette rencontre, notamment le cas Guillaume Soro. Depuis début janvier 2020, l'exécutif ivoirien a entamé la deuxième phase de ce dialogue pouvoir-opposition et société civile, avec pour objet cette fois la réforme du code électoral devant régir les prochaines élections. Madame Christine Nebou, vous venez d'entendre le président Pascal Affi-N'Guessan du FPI dire, nous entendre, en parlant justement au vice-président Daniel Kablan-Duncan. Quand on voit Pascal Affi-N'Guessan qui porte le FPI, le RHDP avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est finalement l'opposition et le pouvoir politique qui se rapprochent, c'est de bonne guerre? Merci. Je pense que la réconciliation a commencé concrètement. Quand nous avons fini avec la crise en 2011 et que le président Pascal Affi-N'Guessan est sorti de prison, comme il avait en sa vision la réconciliation des Ivoiriens, il a parlé d'états généraux de la République. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir et puis chacun dira ce qu'il a vécu.
Ça n'a pas été suivi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et aujourd'hui, comme vous le dites si bien, il est allé voir le vice-président. Il a demandé à voir le président lui-même, qui lui a dit qu'il ne serait pas là, mais de voir le vice-président. Il allait voir le vice-président, opposant et pouvoir, pour qu'ensemble, ils voient ce qu'il faut faire justement pour la crise que la Côte d'Ivoire vit. Parce qu'on peut dire que nous sommes encore en crise. Nous sommes encore en crise. C'est de bonne guerre. Adversaire ne veut pas dire ennemi. Ça ne veut pas dire ennemi. Donc moi, comme je suis de 60, je suis du FPI, nous apprécions cela. Docteur Paul-Hervé Amougli, vous êtes de leader. Vous convenez avec la ministre Christine Adjobi que nous sommes encore en crise? Alors, j'ai une position sur ce plateau qui est un peu difficile. Ceux qui me connaissent, pourquoi difficile? Ceux qui me connaissent très bien savent que je me définis ordinairement comme un intellectuel. J'habite la fonction politique depuis très peu de temps et pourtant un peu comme une sorte de déformation professionnelle également et d'habitude. J'aime habiter ce corps intellectuel davantage que celui du politique. Donc je m'excuse auprès de vous et auprès de vos téléspectateurs parce que ça serait un peu comme usurper un titre que je ne campe pas assez. C'était nécessaire de dire tout ça avant de répondre à la question. Allez-y. J'ai le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, le corps politique supplante trop le peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Vous voyez, la présentation qui a été faite indique ou indiquerait ou tenterait d'indiquer presque que la réconciliation dépend du corps politique. Or, le prisme sous lequel nous discutons, le paradigme dans lequel nous nous trouvons, en tous les cas, l'espace idéal que nous habitons, est l'espace démocratique. Nous avons proclamé en 1960 que nous étions une république. Et donc, dans tous ces éléments, celui qui est au centre, c'est le peuple. On dit bien que l'État est titulaire, n'est-ce pas, de la souveraineté, mais c'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté. Et l'État est politique et il entend impulser la marche de la réconciliation. Pour réconcilier qui? Le peuple. Est-il en conflit? Ou sont-ce les hommes politiques qui sont en crise? C'est une belle question à laquelle on va tenter de répondre. À partir de ce moment, dès lors que le postulat de départ est posé, s'il devait regarder le politique ou s'il devait regarder le peuple, on verrait quelles sont les solutions de droit ou les solutions politiques il faut trouver aux différentes crises qui sont posées. Il me semble donc que l'honneur du politique aujourd'hui, en 2020, ça serait de faire en sorte de plus en plus de libérer le peuple de Côte d'Ivoire pour que le civil s'exprime davantage que le politique. Charles Nioré, avant d'aller un peu plus en profondeur dans le débat, comment commentez-vous, analysez-vous ce rapprochement Pascal Affi-N'Guessan qui va voir l'exécutif ivoirien pour demander de travailler ensemble pour le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo? Écoutez, M. Ali Diarra-Souba, tout Ivoirien digne de ce nom devrait pouvoir saluer ce genre d'acte, ce genre donc, de rapprochement entre l'opposition et le pouvoir. J'ai été de ceux qui ont toujours voulu que nous mettions la nation au-delà donc de nos aspirations et de nos positionnements politiques. C'est vrai que ces échanges se sont tenus autour d'aspects politiques, autour des questions politiques, mais il est bon de comprendre que de temps à autre, le pouvoir et l'opposition peuvent se mettre autour d'une table pour évoquer d'autres choses, notamment la bonne marche de notre société, la bonne marche de notre pays. C'est en cela que je voudrais croire avec tous ces Ivoiriens que ce genre de rencontre va aller se pérenniser, dans la mesure où nous avons pour intérêt d'avoir une nation stable, d'avoir une nation forte, de sorte à ce que les générations qui viennent comprennent que la politique ne doit pas être celle qui nous divise, mais celle qui peut réussir à nous mettre ensemble dans la construction de notre nation. Plusieurs fois, nous avons vu l'opposition et le pouvoir à des tables de négociation, à des tables de discussion, mais malheureusement, très souvent, ça n'a pas fait long feu. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne et que nous irons
quelles que soient donc nos divergences de point de vue, que nous resterons autour de cette table de sorte à ce que nous puissions trouver le juste milieu qui puisse donc être pour nous un intérêt, mais en même temps qui puisse servir toute la nation ivoirienne et tout le peuple ivoirien. Monsieur Midi Alfred, vous êtes politologue. Est-ce que vous approuvez justement cette démarche du président Pascal Affi-N'Guessan? Merci beaucoup. Cette démarche, nous devons la saluer. Si elle est sincère, si elle est réellement sincère. Pourquoi vous avez des doutes? J'ai des doutes parce que ce qu'il fait, à yeux ouverts, mais après, c'est lui encore qui change. Comme par exemple, on voit aujourd'hui, il s'y rapproche du gouvernement, du pouvoir en place. Mais après, pendant qu'il présente à la nation son vœu réel d'aller à la réconciliation, mais demain, c'est le même. Lorsqu'il y a les meetings ouverts, c'est lui qui est encore index à Alassane. Et ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne suis pas trop sûr. Vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment de sincérité dans les débats politiques entre acteurs au plus haut niveau? Oui, c'est ça. Très bien. Bamba Idrissa, Antoine Assalé Tiemoko. Antoine Assalé Tiemoko, la semaine dernière, vous indiquiez sur ce plateau, vous souhaitiez qu'il y ait un peu plus de tempérament dans le discours politique. Est-ce que, justement, cette démarche du président Affi rejoint ce que vous évoquiez la semaine dernière? Pardon, merci. Justement, c'est ce que je disais la semaine dernière, qu'il y a toujours deux phases dans les crises. Il y a la phase où on s'affronte tous, et puis il y a une phase où on s'assoit pour discuter. La Côte d'Ivoire, sa situation est un peu particulière. Affi-N'Guessan, hier, quand il s'exprimait, a parlé de ce qu'il est venu voir le vice-président et le chef de l'État pour essayer d'organiser le retour de M. Laurent Gbagbo. C'est un élément qui est important. Il y a une phase judiciaire qui est en train de se terminer, mais il va y avoir une phase politique qui est absolue et qu'il faudra traiter. Et donc, la démarche qu'il a faite est une démarche qui est à saluer et cela devrait continuer. Alors, je voulais juste dire un mot sur ce que le docteur a dit, que je ne suis pas sûr qu'on pourra détacher le peuple des politiques dans le processus de réconciliation. Parce que nos politiques ont réussi. Pourquoi je dis politique d'ailleurs? Nos politiciens, parce que le politique c'est un homme d'action, le politicien c'est un bavard. Nos politiciens ont réussi à faire en sorte depuis presque 30 ans que les Ivoiriens s'identifient à eux. Donc ils ont créé une sorte d'enveloppe d'émotion dans laquelle le peuple réagit par rapport à ce qu'ils disent. On a un peuple pro-RHDP, on a un peuple pro-LMP et aujourd'hui on a un peuple pro-PDCI. Autour de ces grands groupes, surtout de petits groupes qui se reconnaissent plus ou moins dans ces grands groupes. Et donc, quand le leader parle, la preuve la plus palpable, c'est qu'au FPI, il y a eu une grande division. Pendant des années, Affi-N'Guessan a été ostracisé, traité de tous les noms, traite, voilà, tout ça. Il a suffi que M. Gbagbo le reçoive à Bruxelles pour que subitement, tout le monde se taise. Vous voyez jusqu'à quel niveau le leader s'incarne dans ceux qui sont avec lui. Dans une telle dynamique-là, tant que les politiciens eux-mêmes n'ont pas fait leur réconciliation, le peuple ne se réconciliera jamais. Et donc, les deux doivent forcément aller ensemble. Ils ont réussi à faire ça, le peuple se reconnaît en eux. Tant qu'ils sont dans le jeu politique, on ne pourrait pas faire autrement que de s'identifier à cette loi-là. Bamba Idriss. Alors, merci. Je suis d'avis avec Antoine Assalé. Ce qu'il dit est tellement vrai que la réconciliation horizontale doit venir de la réconciliation verticale. Quand les politiques vont s'entendre, il est bien évident que cela va réagir sur le peuple. Cela dit, moi je suis très optimiste avec ce qu'on a vu avec Affi-N'Guessan. C'est une très bonne démarche. Mais maintenant, comme il a dit, il a parlé de sincérité, le politologue, il faut encore de la sincérité. Je doute fort que cette démarche ne soit une démarche qui ne va pas durer dans le temps. On en a vu, hein? On a vu le dialogue politique qui s'est ouvert avec de larges souris, des On en parlera tout à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui,
une autre rencontre. J'espère que ce n'est pas une rencontre télé, ce n'est pas une rencontre spectacle. J'espère bien. En tout cas, tous les Ivoiriens espèrent. C'est une porte qui est ouverte et j'espère que le chef de l'État pourra apporter des réponses satisfaisantes à cette démarche d'Afin Guesson. Alors, il faudra tout de même un jour conjurer le mauvais sort. Ce pays a quand même connu un forum de réconciliation nationale. Les crises se sont succédées et se sont ressemblées. Aujourd'hui, où on en est quel est l'état des lieux de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Est-ce que finalement, le docteur parlait tout à l'heure d'une réconciliation entre les acteurs politiques? Vous reveniez là-dessus également. Est-ce que le peuple a un problème réellement d'un point de vue de la réconciliation? Madame avant de répondre à cette question, je voudrais réagir par rapport à ce que le politologue a dit. C'est cela. Soit disant qu'il n'y a pas de sincérité dans la démarche faite par le président Afi. Voyez-vous, cette démarche, c'est une démarche qui a été faite librement. Librement, et c'était pour aller interpeller et dénoncer un certain nombre de pratiques. Vous avez vu qu'il a parlé de l'environnement électoral. C'est cela. Électoral. Et ce qu'il a constaté justement par rapport à cet environnement, c'est au cours du dialogue politique. Et ce dialogue même, il a été vilipendé par l'autre branche du FPI. Mais il y est allé parce que ça ne sert à rien d'être absent, justement, à tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il y est allé, ils ont parlé de la commission électorale indépendante, la commission centrale. Du processus électoral de façon justement, générale. Du processus. Et la commission centrale, il a accepté d'y entrer parce qu'il dit qu'on pourrait, avec les autres, il était question de faire des consensus. Mais quand ils sont allés pour les élections, pour les commissions électorales locales, on a bien vu qu'à hauteur de plus de 90%, c'est le RHDP qui avait les présidents. Il dit non, ça c'est pas normal. J'y suis allé, mais ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et il y avait d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il a demandé à rencontrer le président de la République, pour en parler. Et il est allé voir le vice-président, ils en ont parlé. Et quand il parle de faire revenir Laurent Gbagbo, qui a été acquitté avec Blé Goudé, mais c'est comme il l'a dit, la partie judiciaire est finie. Maintenant, c'est la partie politique. Mais la partie politique, ça veut dire qu'il faut approcher ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir. Et quand il a parlé de Soro Guillaume, par exemple, il dit actuellement, il y a tellement de choses qui se disent. Oh, on a besoin de paix dans ce pays-là. Donc, si le président peut voir ce qu'il peut faire justement pour calmer les choses, je ne vois pas en quoi il n'y a pas de sincérité dans ça. Je ne vois pas. Là, je ne comprends pas, je ne vois pas. Oui, c'est des choses concrètes qu'il a allé. Ce n'est pas parce qu'il le dit, et après, c'est pour indexer le président Alassane. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, il peut dénoncer, il peut interpeller le président. Ce n'est pas parce qu'il fait de la politique qu'il faut tout accepter. Donc, mon cher politologue, je crois qu'il n'y a pas de manque de sincérité dans cette démarche qui a été faite. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir si vous êtes à la tête, enfin, vous faites partie des cadres d'un parti politique qui compte en Côte d'Ivoire. Est-ce que vos militants, ils habitent dans des quartiers, dans des communes à Abidjan, est-ce qu'ils ont un problème avec ceux avec qui ils vivent, d'autres obédiences politiques? Est-ce que la réconciliation dont on parle tant, est-ce qu'elle n'est pas de fait, finalement? Mais ils ont des problèmes, effectivement. Oui, dans les quartiers, je vais commencer même par le FPI. Allez-y. Ne serait-ce que le FPI. Le FPI entre eux. Et aujourd'hui,
le président Afi a rencontré le président Gbagbo, comme le dit bien monsieur le maire. Tous ces problèmes-là sont en train de s'estomper. Mais dans le voisinage, quand les gens se regardent, ils se regardent en chien de faïence. Vous pensez que ça continue? Il y en a. Là, vous parlez d'une question interne au FPI. Non, j'ai fini avec de façon FPI. générale. De façon générale. De façon générale. Je prends un exemple. Quand moi j'étais, parce que moi je fais la prison, quand j'étais en prison, quand je suis sorti, et c'est justement dans le journal Soir Info que j'ai vu qu'à cause de moi, ils sont allés dans un village à Bouré et ils ont même tué quelqu'un. Oula. Oui, ils l'ont tué, soi-disant que je lui aurais donné des armes. Quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je lui aurais donné des armes, je lui aurais donné de l'argent et qu'il faut qu'il sorte ça. Le monsieur dit, mais le ministre, elle ne me connaît même pas. Effectivement. J'ai vu, c'est quand j'étais en prison que j'ai vu sur le journal. Et on l'a tué pour ça. Alors, vous pensez que des Et on n'a parents... pas pu identifier ceux qui... Mais c'était des gens trahis à l'époque, en 2011. D'accord. Oui, c'était des gens trahis qui sont venus avec des 4x4 et tout ça. On ne peut pas savoir qui c'est. C'est cela. Alors, des gens comme ça, qui ont perdu leurs parents, vous pensez que c'est de gaieté de cœur, ils ne disent rien, mais ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont, comment on appelle, vivre à côté des gens sans rien. C'est dans le cœur. Et c'est pour ça que le président Afi a proposé les États généraux de la République. C'est comme tout le monde se retrouve et chacun se vide. Chacun se vide, chacun fait le deuil de la crise. Non, mais est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça ici en Côte d'Ivoire? On a vu le Forum de la réconciliation nationale. Oui, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce serait quoi la différence entre le C'est pas Forum pareil. de la réconciliation et les États généraux de la République? Les États généraux de la République, on est allé jusqu'à la base. Moi, je vous parlais, l'exemple que j'ai pris, c'est à la base. C'est à la base. On peut organiser, décentraliser, justement, ces États généraux-là. Aller jusqu'à là, pour que les gens se vident, fassent le deuil de ce qu'ils ont vécu. Nous autres, moi par exemple, j'ai vécu beaucoup de choses aussi, mais j'ai dépassé ça. Parce que moi, c'est ma foi qui me permet de vivre. J'ai dépassé, j'ai pardonné et j'avance. Et comme je dis souvent aux gens, c'est une parenthèse dans ma vie. Ce que j'ai vécu, c'est une parenthèse. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une réconciliation apparente. Apparemment, les gens vivent dans une certaine cohésion. Tout à fait. Mais dans les cœurs, il y a beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je suis... Oui, Ali, allez-y. je ne partage pas l'avis de Madame la ministre, dans la mesure où, pour moi, c'est plutôt les leaders politiques qui, de temps à autre, tirent sur la ficelle et qui mettent donc en branle donc, le peuple et les populations, si vous voulez. Parce que moi, je suis un élu du peuple, je suis jeune, je suis leader de mouvement, mais je peux vous dire ici que, autant dans le RHDP, j'ai de bons et de nombreux amis dans le Front populaire ivoirien, dans le PDCI et tout ça. Est-ce que c'est sincère pour parler comme dans le bas quartier, politologue? dans le bas quartier, vous trouverez des jeunes du PDCI, vous trouverez des militants du Front populaire ivoirien et du RHDP en train de partager une bière, en train de manger de la ticket. Je vous le dis, ils mènent même des débats. Ce qu'on doit, on doit enseigner à nos militants, c'est de comprendre que dans toute chose, il faut être modéré. C'est le zèle qui tue. C'est le zèle qui fait qu'on a l'impression qu'en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire, que la politique est une politique de violence. Sinon, si nous avons cette culture d'homme modéré, nous comprendrons que c'est à travers des discussions telles que nous menons aujourd'hui, à travers des analyses, que nous gagnerons à être des politiques et non des politiciens, comme l'a dit tout à l'heure M. Assalé Tiemoko. Sinon, moi je dis, vous allez aujourd'hui à Yopougon, vous allez aujourd'hui à Port-Boué, vous allez aujourd'hui à Makori, vous retrouverez des amis qui sont d'obédience politique opposée, mais qui se retrouvent.
Ce que aussi je voudrais que les gens comprennent. Parce que quand on parle de réconciliation, très souvent du côté de nos frères du Front populaire ivoirien, on évoque la question des prisonniers. Je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas faire de réconciliation sans justice. Il faut qu'on débattisse les choses. Des gens ont commis des actions, mais il faut qu'ils soient jugés, il faut qu'on sache, et si le pardon doit arriver, le pardon viendra. Moi, je connais des personnes mais qui ont été, pendant la crise, les acteurs des tueries, des meurtres dans leur commune. Mais quel que soit ce que vous allez faire, ils ne viendront pas dans ce pays, ou bien même s'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ce n'est plus dans ce quartier, dans ce secteur qu'ils iront s'installer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dira que la réconciliation est des façades. Non, la réconciliation, la bonne, doit venir de nos leaders politiques, dans ce que nous disons, dans ce que nous sortons. C'est comme ça que le peuple, le bas peuple, sera rassuré et comprendra que la politique doit se faire autrement. Vous me faites penser à un écrit religieux qui dit au commencement était la parole. Tout commence par la parole. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je permettrai à Dr Paul Hervé de réagir, lui qui est également cadre d'un parti politique. C'est ça. Je pense que nous vivons sous l'Empire. C'est vrai que c'est la constante, hein, du point de vue de linguistique, c'est la constante que le mot procède d'un arbitraire du signifié. C'est-à-dire que entre la réalité du signifiant sonore, le mot qu'on entend, et l'objet qu'il désigne, il y a très peu souvent de motivation. Et je ne sais pas pourquoi on appelle ça un stylo, mais on a décidé par convention que ça devait être un stylo. Quand M. Niaouré dit que la réconciliation doit venir des leaders politiques, ce qu'on attend de lui, c'est quel est le signifié acteur politique. De qui? Il faut qu'il le nomme. Parce que je pourrais mettre dans son signifiant acteur politique le président de la République. Est-il concerné par ce qu'il dit? Je pourrais mettre dans son signifiant le RHDP, par exemple. Est-ce qu'il est concerné? Oui. Je pense... Alors, donc, dans ce cas, je note que dès après la crise post-électorale, c'est quand même le président de la République qui a fait diligenter une enquête et laquelle enquête a conclu à ce qu'il y avait des exactions dans tous les camps. Jusqu'aujourd'hui, on note effectivement qu'un seul camp a été poursuivi par la justice. On se demande encore qu'est-ce qu'il en est justement des auteurs d'exactions dans le camp réputé proche, n'est-ce pas, du RHDP. Parce qu'effectivement, et ça me ramène à poser une question. Et c'est ça qui, pour moi, est fondamental. Et qui me fait penser que nous, les acteurs politiques, cette fois-ci, je m'intègre dans le groupe, je répète que ce que nous devons à la Côte d'Ivoire, c'est de la libérer. Et de ne pas lui proposer ce qui est de l'ordre du simulacre de la démocratie. Je le dis, M. Diarra-Souba, c'est documenté historiquement. La démocratie n'est pas née par le politique, ni même par la politique. La politique est née après la démocratie. C'est un consensus volontaire de la kiwitas de décider pour elle-même ce qui est bon pour elle. Le corps politique, ce qu'on appelle la politeia dans la Grèce antique et qui s'est recomposé autour du XIIe siècle et qui s'est recomposé, Madame parlait tout à l'heure, de l'Assemblée générale en France pour décider de la République, n'est né qu'après la volonté de l'Assemblée générale. Donc, au départ, il y a d'abord la société. C'est sa décision. Un illustre collègue de l'Université d'Abidjan me disait, le professeur Jean-Marie Kouakou, j'aimerais le citer parce que je l'aime tant, que quand même, en 2002, qui est-ce qu'on a réuni pour décider de la paix? Des gens qui se détestent cordialement. Et quelle est la paix qu'ils ont décidé? J'aime bien cette expression. Oui, c'est son expression. Donc, voilà, il faut qu'on la partage. Des gens qui se détestent cordialement. On a parlé de la sincérité par rapport à M. Afin Guessan. Est-ce qu'il y avait sincérité pendant le forum de la réconciliation nationale? Quand on a fait la flamme de la paix, est-ce qu'il y avait sincérité? Est-ce qu'il y avait sincérité quand on a décidé justement de recevoir les travaux de la CONARIV? Et est-ce qu'on est fondé aujourd'hui de juger que de part et d'autre, il y a de la sincérité? Je dirais peut-être pour finir que il me semble qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'on nous taxe, nous autres, avec le professeur Mamadou Koulibaly, d'être des théoriciens. Moi, c'est la plus grosse injure qu'on puisse faire à l'intelligence, vous voyez? Parce que la théorie a toujours précédé la pratique. Vous voyez, avant, n'est-ce pas, que l'humanisme du XVIe siècle ne découvre que ce qui est l'humanisme, c'est l'humilité de l'homme, qui accepte
que l'homme n'est pas le centre de l'universelle harmonie, tout comme la planète qui l'abrite, la Terre, n'est pas le centre de l'univers. C'est de cet univers, c'est de ce principe qu'est venu l'humanisme. Et quel est l'honneur de cette éducation? C'est de dire finalement que dans le corps civil, il y a plusieurs récits. Et c'est ça que les Ivoiriens ne veulent pas voir. Il y a plusieurs récits, méta-récits plutôt, qui structurent la pensée et l'agir social. Le méta-récit, n'est-ce pas, des gens du RHDP, le méta-récit des gens du FPI et le méta-récit peut-être aujourd'hui des gens, n'est-ce pas, du PDCI. Il faut que tous ces récits-là se dissolvent dans un seul. Quand on aura accepté, en effet, qu'il y a une Côte d'Ivoire et qu'au-dessus de cette Côte d'Ivoire, il y a des déréalités qui ne sont pas les réalités de la Côte d'Ivoire, qui sont des réalités de chacun, peut-être qu'en ce moment, on acceptera que ce n'est pas aux politiques, ni au président de la République, ni aux partis politiques, ni à quelques regroupements privés que ce soit, de décider de la réconciliation, mais le peuple souverain, parce que lui, il est le détenteur de la souveraineté. Comment on y arrive? Je vous poserai la question tout à l'heure. Monsieur Midé, Alfred, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, d'abord, je ne suis pas d'avis avec Madame la ministre. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle dit que la population n'est pas réconciliée, excusez-moi. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a une réconciliation de façade. Mais les De cœurs façade. ne sont pas désarmés, les cœurs sont porteurs de haine, de rancœur. Les populations n'ont pas de problème. Il n'y a pas de fait de réconciliation dans la population. C'est le politique qui détruit la population. Parce que ces politiques sont malsains. Ils ne sont pas vrais dans leurs idéologies. Et raison pour laquelle la population souffre tellement. Parce que cette population-là est en phase de différentes difficultés de la vie sociale. Mais là, je ne suis pas aussi d'avis avec le docteur, parce que le docteur, lorsqu'il parle, je me demande, est-ce qu'il a conscience que la population est celle qui souffre? Et moi, mon problème, je suis spécialisé en domaine communautaire. Tout ce qui est campement, village, des zones rurales. Alors, pour revenir à la question, vous le dites dans votre propos, vous faites le tour des campements, des hameaux, des villages. Vous, quel est le constat que vous avez fait sur place? Est-ce que les populations sont réconciliées entre elles? Dans les zones rurales, je vous assure, il n'y a pas de problème dans la population. La population a besoin. À Rubino, avant-hier? Non, ce n'est pas Rubino, je parle de manière Il ne générale. faut pas qu'on prenne un cas Voilà. isolé pour en faire une généralité. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Rubino? Rubino, mais c'est dans nos zones, c'est dans nos zones à demi-Tchassa. Très bien, Il n'y a très bien, rien là-bas. très bien. Alors, pour revenir, qu'est-ce qu'il y a eu à Rubino? Dites-nous. Un affrontement intercommunautaire. Est-ce qu'un affrontement communautaire, j'ai pas envie de dire isolé, parce qu'il y a eu Rubino, il y a eu aussi Béoumi, Il y a eu Bouna il y a avant. eu Bouna avant, il y en a eu dans l'ouest du pays. Est-ce que finalement, ce ne sont pas des problèmes qui sont nés de manipulation de politiques locaux, ou est-ce que ça vient du fait que, justement, il y a un problème général de réconciliation en Côte d'Ivoire? Vous voyez, le postulat que j'indique, il fonctionne. Hein. Vraiment, il fonctionne. Prenez l'affaire du Saint-Louis en 1958. On dit que les Saint-Louis ont voulu faire sécession. Vous savez comment ça a commencé? Dispute de terrain ou de terre entre les populations d'Aboisseau et d'Adiaké. C'est cela. Et quand vous allez regarder la structure de tous les conflits jusqu'ici, jusque-là, à part certains qui regardent effectivement des phénomènes, quasiment des épiphénomènes, le centre nerveux de toutes ces difficultés, c'est la question foncière. Je vais vous ramener loin dans l'histoire. La démocratie est née solonienne. Elle est née au 5e siècle. Pourquoi? Sur les questions de terre. Parce qu'il a fallu un moment régler qui détient la propriété. En Côte d'Ivoire, 322 000 km², 4% seulement des terres, justement, sont immatriculées et détiennent des titres fonciers. C'est la guerre tous les jours. Donc, il faut faire en sorte, effectivement, de se désaxer de ces questions pour faire en sorte de les traiter en dehors de la littérature orale dans laquelle on fonctionne, pour que le territoire soit un territoire de droit. À partir de ce moment-là, quand les gens possèdent justement des titres fonciers, on va regarder positivement, en dehors de ces questions justement de terre, qu'est-ce qui peut, donc d'un point de vue immanent,
justifier ces problèmes-là, on pourrait donc poser la question que vous posez. Sinon, je pense que positivement comme matériellement, si on règle donc ce type de problème, on enlève aux politiques effectivement le fonds de commerce qui possède, n'est-ce pas, du marketing politique. Très bien. On retiendra que la question foncière est pour beaucoup à l'origine de bien de conflits dans nos contrées. Alors, messieurs les journalistes, vous qui êtes observateurs de la vie politique, de la vie sociale, est-ce que vous avez également ce sentiment que les Ivoiriens, dans le fond, vivent une réconciliation de façade? Bien, il faut dire que le docteur lui-même disait que les Ivoiriens reprochent à son parti d'être un parti de théoriciens. Oui, mais c'est un reproche. Voilà, c'est un reproche qui n'est pas forcément exact. Merci. Mais il faut dire que nous sommes en train de parler à une population qui n'est pas forcément outillée, C'est ça. comme nous sommes sur le plateau ici. Et donc, par conséquent, ce que vous dites peut avoir une sorte de décrochage avec la réalité. Mais je vais vous dire, j'arrive. Je vais vous dire que vous avez fait référence à la Grèce antique. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà. Quelles que soient les souffrances dans lesquelles on est, à un moment donné, il faut qu'on accepte qu'on va en sortir. Oui. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, depuis des années, est victime d'une vaste escroquerie politique. C'est une vaste escroquerie politique. Pourquoi? Le Forum de réconciliation nationale, ça a été une fois d'hypocrisie. Tout ce que les politiciens ivoiriens posent comme acte est lié non pas à ce que le peuple désire profondément, mais à ce qu'eux doivent mettre en œuvre comme moyen pour accéder à un poste politique. Quand cela est posé ainsi, on est tous dans le faux. La réconciliation, l'erreur est partie de la base. Quand le chef de l'État a dit que nous allons d'abord juger les gens avant d'aller à la réconciliation. Vous ne pouvez pas poser le postulat de la réconciliation sur la justice en faisant une justice qui a deux vitesses. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a eu une enquête qui a été faite et qui a déterminé que des crimes ont été commis par des individus se trouvant dans les deux camps. Si on parle du postulat que la réconciliation est sur la justice, en ce moment-là, la sanction doit être pour tout le monde. Mais c'était une erreur, parce que dans tous les cas, quand on fait une crise qui a une victoire, celui qui a gagné est celui qui juge. Dans toute l'histoire, les vainqueurs ont toujours jugé les vaincus. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il a fallu qu'on décide que la crise étant très profonde, on laisse tomber le volet judiciaire, on se parle entre nous et on décide de pardonner mutuellement les choses. C'est vrai que ça allait faire prospérer l'impunité, mais c'est un choix. Or, le choix qu'on fait, on dit on va juger les gens et donc on va à la réconciliation, mais on ne juge qu'un camp. Donc l'autre camp, qui se sent poussé dans le dos, qui se sent coincé, dit mais c'est une justice des vainqueurs. Et quand c'est comme ça, les cœurs ne sont pas réconciliés par les décisions de justice, au contraire, contribuent à aggraver la profondeur de la crise. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, puisqu'il y a eu même une structure qui a été créée pour réconcilier les Ivoiriens, qui a produit la CDVR qui a produit un résultat, qui a produit des écrits, mais il n'y a jamais eu de débat autour de ces conclusions. Non. Du fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent pas réellement quelles ont été les conclusions de la CDVR. Qui doit être dommagé? Qu'est-ce qui a été fait? Où sont ceux qui ont commis les crimes? Et comment on les juge? Il y a des erreurs qu'on doit corriger. Sinon, on ne pourrait pas aller à une vraie réconciliation. Maman Idriss, c'est aussi votre avis? Oui, certainement. Je prends à mon compte ce que M. Tiboko vient de dire, Salih Tiboko vient de dire. Je pense que pour cette réconciliation en Côte d'Ivoire-là, il faut repenser les choses. Comme il a dit, hein, on n'a pas pris les choses par le bon bout. Et aujourd'hui, on en est vraiment à épiloguer sur tout ce qu'on voit. Mais je pense qu'il y a quand même une lueur d'espoir. C'est vrai qu'un camp a été jugé par rapport à un autre, mais aujourd'hui, on peut se permettre, avec ce qui a été fait, ce qu'on a vu avec Afin Guessan et le pouvoir, d'espérer que les politiques, en fin de compte, comprennent qu'il n'y a pas d'issue que de se parler et de se parler de façon tempérée pour que le peuple soit libéré. Donc il faut forcément, à quelques mois des élections, il faut forcément que ces politiques-là remettent les choses à plat, ne serait-ce que pour quelque temps, discutent et proposent quelque chose des Ivoiriens. Comment remettre les choses à plat? Cela est possible, par la négociation qui a commencé. Afin Guessan a fait déjà la démarche. Il faut que les autres s'engouffrent dans cette démarche. Et il faut que, malheureusement, je suis obligé de répéter, il faut de la sincérité dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que les politiques ne veulent pas entendre cela, mais c'est très important, il faut la sincérité. Parce que, au finish, ce qui va rebondir, c'est que plus on approche vers les élections d'octobre, du 31 octobre, les calculs politiciens vont ressurgir. Et là, vous allez voir que
les discussions vont se noyer et chacun va vouloir gagner au premier tour ou par alliance. Donc il faut vraiment que les gens soient sincères et j'insiste là-dessus. Les politiciens n'aiment pas entendre le mot sincérité, mais c'est important cette fois-ci pour les Ivoiriens. Monsieur Midé, vous vouliez réagir? Oui, j'ai un mot. Monsieur Assalé a dit tout à l'heure que là, actuellement, depuis 2012, depuis 2011, on voit la justice des vainqueurs. Mais moi, je suis étonné parce que le gouvernement en place n'a pas volé. En 1995, lorsque ça a commencé, ils ont mis qui en prison? Ce sont les opposants qu'ils ont jugés. En 1999, quand le coup d'État est arrivé, qui allait en prison? C'est ceux qui sont là. Mais malgré ça, en 2002, lorsqu'il y a eu la crise, c'est qu'ils ont mis en prison. C'est ceux encore qui sont là. Donc aujourd'hui, ceux-là viennent, on trouve qu'ils sont ceci, ils sont ceux-là. Moi, j'ai dit non. Parce que ce qu'on fait... En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu des manquements par le passé. Oui, il y a eu des manquements. Non, non. Mais il ne faut pas qu'on va blâmer. on ne va pas continuer éternellement. Je viens. Est-ce qu'il faut y dire? Monsieur Midé, On le je laisse viens, terminer, je on le viens. laisse terminer. Ok, On le Je viens. laisse Ne terminer. blâmons pas un camp. Ce qu'ils font, ils ont appris depuis longtemps. Donc, raison pour laquelle, si on veut répartir des zéros, on doit tout mettre sur la table et négocier, se parler mutuellement et franchement, avec la sincérité. Parce que tu ne peux pas venir devant les médias aujourd'hui, parler bien, pour avoir la faveur du peuple, ou soit la faveur des autorités. Et lorsque tu tournes le dos, tu vas parler mal d'eux. Et c'est ça qui n'est pas mon pays, ça tue les populations. Moi, mon problème, ce sont les populations qui sont... Oui, Je pense qu'il faut que M. Midé, qui est sur le plateau en tant que politologue, ne se trompe pas de position. Il n'est pas sur le plateau pour défendre le RHDP. Nous sommes là pour faire des analyses qui sont factuelles, qui permettent d'apprécier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Absolument. Je ne suis pas en train d'accuser le régime. J'ai dit qu'un postulat a été posé. On a dit qu'on va faire la réconciliation sur la justice. La justice est rendue non pas au nom d'un pouvoir, elle est rendue au nom du peuple. Il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Mais j'ai dit que quand on fait une guerre qui a un vainqueur, c'est toujours les vainqueurs qui jugent les vaincus. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on va faire la justice pour aller à la réconciliation quand on ne juge qu'un camp. C'est une erreur. La preuve aujourd'hui, on est unanime à dire que la réconciliation n'a pas été faite par la justice. Puisque les décisions sont rendues, sont considérées comme une sorte de flagellation d'un camp. Donc c'est une erreur qui a été commise. Il faut que les politiques reviennent au débat et posent le problème central. Comment on fait la réconciliation? Avec qui on fait la réconciliation? Afin que c'est un parti voir le président, le vice-président d'un camp. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas M. Gbagbo qui lui a demandé d'aller voir le pouvoir? Parce que M. Gbagbo, il fait de la politique tous les jours. Même quand il dort, il fait de la politique. Il sait qu'à un moment donné, quelque chose qu'on va dire, vous savez qu'à un moment, le FPI a dit qu'il ne reconnaissait même pas le pouvoir Ouattara. Que M. Ouattara était illégitime et donc il ne le reconnaissait pas. Afin que discutait avec le pouvoir a été taxé de tête. Mais si aujourd'hui, M. Gbagbo reçoit à 2 reprises M. Afingissa et qu'au sortir de cette rencontre, M. Afingissa demande à voir le président Ouattara, on peut déjà extrapoler pour dire que c'est avec l'accord de M. Gbagbo que Afingissa s'en va voir le régime. C'est une sorte de reconnaissance tacite qu'aujourd'hui, c'est Ouattara qui dirige le pays. Donc, il ne faut pas faire de confusion quand on fait les débats. C'est les Ivoiriens qui nous regardent. Il ne faut pas tromper les gens. C'est très clair dessus. Alors, je vous propose de poursuivre ce débat qui est très passionné, mais ce sera juste après la pub. Retour sur le plateau de NCI 360. Nous parlons ce soir de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, M. Antoine Assalé Tiemoko évoquait la question de la justice qui devrait prendre une part très active dans l'établissement de cette réconciliation. Il parlait tout à l'heure d'une justice qui n'a pas réussi à juger tous les deux camps. C'est aussi votre avis, M. Charles Niaoré? Il n'y a pas de justice à double vitesse en Côte d'Ivoire. Il est bon qu'on sache que le président de la République est le premier haut magistrat de la Côte d'Ivoire et donc le premier qui doit pouvoir donc rétablir ce qui est juste. Pour dire simplement que quand le chef de l'État accepte de prendre l'amnistie et donc de faire sortir des hommes politiques de prison, quand il organise et finance le retour des exilés, de milliers d'exilés en Côte d'Ivoire, quand il envoie des missions dans les pays limitrophes, des missions d'apaisement pour aller rencontrer donc des frères et sœurs de l'opposition qui sont dans ces pays, quand il aide à l'installation de ces exilés
Et quand même, il permet à ceux qui étaient en fonction de retrouver donc leur poste, nous disons que dans les actions du RHDP, dans les actions de notre président Alassane Ouattara, il y a de la sincérité. Pour vous, c'est une forme de justice? Mais oui. On aurait pu dire que parce que nous avons gagné la guerre, ceux qui sont partis peuvent rester là où ils sont restés. On aurait pu dire que ceux qui sont en prison peuvent rester. Mais Alassane Ouattara, homme de paix, homme de dialogue, comprend que c'est ensemble, pouvoir opposition, que nous devons construire donc cette nation. Mais à côté donc de toutes ces personnes qui sont revenues, ceux qui ont commandité les atrocités, ceux qui ont tué, ces militaires qui ont donné des ordres, mais pourquoi voulez-vous qu'on puisse donc les laisser sortir de prison? Ou même pourquoi voulez-vous qu'on puisse donc instaurer une certaine impunité, de sorte à ce que 20 ans, dans 30 ans, les générations qui vont venir se disent « je peux tuer et on peut me pardonner et on va passer dessus ». Nous disons non. Quand on parle de sincérité, quand le pouvoir pose une action, et ça je suis d'accord avec M. Midé, l'opposition gagnerait à être reconnaissante. La vie, c'est cela. On dit merci avant de redemander. Mais on ne peut pas, en même temps qu'on est en train de demander, se retrouver à Yopougon et en train d'injurier, en train d'insulter notre bienfaiteur. Aujourd'hui, je suis content d'être sur ce plateau avec Mme la ministre Adjobi, que je connaissais à travers l'écran. Mais quand vous la voyez, quand vous la regardez, vous comprenez qu'elle est à l'aise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Aujourd'hui, elle peut aller et venir, elle peut vaquer librement à ses occupations. J'espère que vous en êtes heureux. Mais oui, c'est cela. Les populations sont heureuses. C'est cela. Et la plupart des hommes politiques de l'opposition qui étaient en prison à l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir sont aujourd'hui tous libres. Le fils Michel Gbagbo, il a retrouvé sa fonction. Vous êtes collègues. Il ne faut pas qu'on pense, faut pas qu'on croie que la réconciliation est des façades. Non, la réconciliation, elle est réelle. Elle est réelle. Rapidement. Je voulais dire qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Je ne suis pas en train de condamner... Non. J'arrive. Non. Je suis de ceux... Il faut que les gens me comprennent très bien. Je suis très cohérent dans ce que je dis. Je suis de ceux qui condamnent l'amnistie. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas dans ce d'accord? pays-là, on passe notre temps à accorder des amnisties aux gens qui commettent des crimes. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Je propose que la justice soit la même pour tout le monde. Et ça aussi, je partage. Mais voilà, Je partage. l'amnistie, c'est une sorte de célébration de l'impunité. On va tuer, on va amnistier, et puis on va venir tuer encore, on va amnistier. Chaque fois, c'est des armements politiques. Il faut que la justice passe pour tout le monde. C'est à partir de là qu'on va construire une société dans laquelle les gens respectent la loi. C'est ce que je voulais préciser. Mais je pense que de condamner... Non. Voilà. Docteur Agoubli, allez-y. Oui, je dirais quelque chose. Je pense ce sont de belles phrases que M. Niaouré fait. Mais nous sommes vraiment à une ère moderne. Les historiens même disent qu'on a dépassé la modernité. Et la modernité, c'est quelque chose de... non pas lié à la sophistication, n'est-ce pas, de beaux plateaux. C'est un état d'esprit. C'est un niveau de la civilisation. Un esprit moderne ne peut pas dire, en s'en satisfaisant, que le président de la République, en 2020, est le haut magistrat d'un pays, est le bienfaiteur. Ce n'est pas un esprit moderne. Cet esprit, et souvent quand on parle de modernité, les gens confondent ou opposent le concept de la modernité à celui de la tradition. Non, le contraire de la modernité, c'est l'archaïsme. Notre pays prétend être un État moderne. Et dans un État moderne, encore une fois, le peuple est souverain. Il a édicté des lois, des normes légales qui régissent le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est le but final de la République elle-même qui suppose la concorde, quand la politique suppose la discorde. Le dissensus. Mais le peuple souverain a placé la confiance à qui? J'arrive. Il a placé la confiance au président de la République qui est titulaire de la souveraineté et non pas détenteur de la souveraineté. J'arrive, je vais finir. Allez, très rapidement, Je dis tout ça. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important parce que, vous voyez, là qu'on arrive à édicter qu'il y a eu dans ce pays 316 000 morts depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. 316 000 morts dans toutes les crises qu'on a vécues. Et lorsque la commission d'enquête, je l'ai dit tout à l'heure,
est arrivée à ces conclusions, elle a indiqué que dans 2 camps, des gens avaient commis des exactions. L'honneur de la justice, que M. Charles Niaouré nous le dise, l'honneur de la justice, c'est de faire en sorte de montrer que dans un pays, tout le monde, qui est un principe fondamental de les 3 principes de la République, liberté, égalité au centre et fraternité à la fin. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de personne dans une république qui puisse se soustraire de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit, qui puisse se soustraire. Je suis d'accord, il parle de sincérité, c'est sur ça que je finirai. La sincérité, comme le dit Jean-Philippe Miro, c'est ce que le locuteur dit en pensant fondamentalement et foncièrement que c'est vrai. Ce n'est pas sa faute, il pense que c'est vrai. Jusqu'ici, tout ce qu'il dit est sincère parce qu'il croit que c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas l'honneur. Alors, j'imagine bien que... Enfin, alors, s'il vous plaît, nul n'a le monopole de la vérité sur ce plateau. Madame Christine Adjobi, allez-y. Oui, comme vous le dites si bien, nul n'a le monopole de la vérité sur ce plateau. Alors, je prends en compte ce que le docteur vient de dire par rapport à la justice. Une enquête a été menée. Des coupables ont été identifiés. Ce n'est pas normal que ce soit un seul camp qui soit jugé. C'est de ça que nous parlons. Même s'il y a eu l'amnistie après, on aurait pu juger justement l'autre camp et puis amnistier si on veut. Et quand il dit que Mme Christine Adjobi, enfin, je la vois à la télé et tout ça, mais là, elle est en Côte d'Ivoire, elle circule. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais parce que je ne devrais pas circuler? Non, c'est parce qu'il c'est juste dire que la réconciliation est réelle, c'est juste dire que les conditions sont... Mais j'ai fait la prison, j'ai été jugé. Mais moi aussi, j'ai fait la prison, madame. J'ai été jugé. Alors, vous qui êtes dans les partis politiques, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que la réconciliation nationale est tributaire du retour en Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo? Madame Christine Adjobi. C'est un élément. C'est un élément. C'est un élément. Ce n'est pas l'élément... Oui, c'est un élément. Parce que beaucoup d'Ivoiriens se reconnaissent en lui. Bien sûr. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir quand il y a eu la guerre et il a été déporté. Et aujourd'hui, il a été jugé. Il est acquitté. On ne comprendrait pas pourquoi est-ce qu'il reste là-bas. Et surtout que les avocats de la Côte d'Ivoire sont allés et ont demandé qu'il reste là-bas. On dit non. Et si réconciliation il y a, et c'est ce qui a fait la démarche du président Afi, si réconciliation il y a, il faut faire venir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Tous les enfants, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. C'est un élément assez important pour qu'il soit là, pour que les enfants de la Côte d'Ivoire se reconnaissent et se réconcilient, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se reconnaissent dans le président Laurent Gbagbo. Docteur Mowgli. Oui, je dirais simplement que la nation, c'est une émotion. La nation, c'est une émotion. Et il faut faire en sorte, acteurs politiques, que les émotions qu'on sert à la nation, enfin, contre la nation, donc, ne soient pas des émotions dysphoriques. Il faut rendre de bonnes émotions à la nation. Surtout que je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui péril en la demeure que les uns ou les autres, justement, regagnent la terre ivoirienne. Donc, je dirais simplement, je m'en tiendrai à cette formule-là, que la nation est une émotion. Notre honneur aussi doit être de rendre à la nation ces émotions euphoriques-là. Charles Niaouré. Peut-être que je suis coupé de l'actualité, parce que depuis, j'entends que le président Laurent Gbagbo a été acquitté et tout ça. Et pourtant, la procédure au niveau de la CPI suit son cours. Donc, je suis surpris d'entendre que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres, ils doivent pouvoir gagner leur patrie. Quoi qu'il en soit, chacun de nous ici ne peut accepter voir son compatriote, son frère ou sa sœur derrière les barreaux.
mais ayons la responsabilité de comprendre ce que ce proche a pu faire. Non, on ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé dans ce pays. Il y avait un dirigeant, il y avait un président, c'est lui qui a donné les ordres, c'est à lui donc de montrer qu'il n'a pas été responsable. La procédure suit son cours, attendons que cela aboutisse, mais en même temps dire que nous devons comprendre, et je l'ai dit tantôt, que la nation est au-dessus de l'individu, de chacun de nous. Et c'est pour cela aussi que je suis d'accord avec Mme Adjobi quand elle dit que le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est un élément, peut-être un élément de réconciliation. Mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que c'est l'unique et le seul élément de réconciliation dans ce pays. Parce qu'après Laurent Gbagbo, et même après Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va continuer d'exister. Nous passerons, d'autres générations viendront. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'un seul individu peut construire cette nation, peut aller à son développement. C'est pour cela aussi, et pour terminer, que je voudrais inviter l'ensemble des hommes politiques, et surtout Des femmes politiques aussi. des femmes politiques, les hommes politiques avec grand H, mais l'ensemble des hommes politiques, et singulièrement ceux de l'opposition. Je l'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on l'a aussi suivi récemment. Il y a eu un meeting à Yopougon où on a chassé donc l'équipe de reportage de la RTI. Mais je dis, comment est-ce qu'on voudrait inculquer à nos militants les notions de réconciliation, les notions d'apaisement, quand c'est nous-mêmes qui sommes à la tête de ceux qui repoussent les autres? Sortons donc du zèle politique. Malheureusement, au Front populaire ivoirien, c'est ce qu'on a connu. Nous, aujourd'hui, nous sommes des hommes modérés. Vous le voyez en train de sillonner les villes et villages. On n'a jamais insulté personne parce que nous sommes à l'image de notre leader qui est Alassane Ouattara. Non, parce que nous sommes à l'image de notre leader. L'enfant ressemble à son père, nous ressemblons à Alassane Ouattara. Alors, il y a un fait sur lequel je souhaite qu'on se prononce également ce soir. Ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, miroir de notre société. Alors, M. Antoine Assalé Tiemokou, on paye les frais chaque fois, chaque semaine. C'est devenu un rituel finalement qu'il est jeté à la vindicte populaire chaque fois qu'il donne des opinions sur ce plateau, mais il n'arrêtera pas de donner son opinion. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les mots sont musclés. On a l'impression que les Ivoiriens ont envie de découdre. La semaine dernière, on parlait de match retour. Vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que finalement, vous ne devez pas prendre votre bâton de pèlerin pour aller justement dans vos bases, pour dire à vos militants qu'il faut désarmer le langage, il faut désarmer les cœurs. Mais avant d'arriver à vous, je donne la parole à mon frère. Vas-y. Docteur a dit, je voudrais prendre sa formule, la nation est une émotion, mais il faut que la nation ne vive pas dans la dictature de l'émotion. Vous voyez, aujourd'hui, on en est à un stade qui est tel que on est dans le fanatisme, à la limite, dans tous les camps politiques. Vous avez des gens qui s'identifient complètement à leur leader et qui n'acceptent aucun mot contraire à ce que leur leader dit, à ce que leur leader pense. Vous disiez tout à l'heure que chaque semaine après l'émission, je suis agonie sur les réseaux sociaux. Mais quand vous écoutez les gens parler, quand vous lisez ce qu'ils écrivent, on a l'impression que s'il n'y avait pas la police, s'il n'y avait pas la loi, chacun descendait dans la rue, prenait une machette et découpait son voisin. Alors qu'il y a la vie sur les réseaux sociaux et il y a la vie réelle. Donc aujourd'hui, les politiques, je le dis toujours, la classe politique est à 100% responsable du drame ivoirien. Vous pensez qu'il y a beaucoup de manipulation? Mais il y a beaucoup de manipulation. Ça a toujours été une affaire de haute toile de là que je m'y installe avec les moyens dont je dispose. Ils se sont par ailleurs roulés les uns et les autres aujourd'hui. Ils ne se font aucunement confiance. Et le peuple est toujours emballé dans ça et s'identifie à tout ça. Quand Mme Adjobi a raison de dire que M. Gbagbo est un élément de la réconciliation, il n'est pas l'élément de la réconciliation. Quand on dit ça, c'est totalement faux. Pour vous, il n'est pas la condition sine qua non de la réconciliation. Non, il n'est pas la condition sine qua non de la réconciliation. Mais ça, Afin l'a déjà dit. Ça lui a tiré tout ce que vous voulez. Les hommes politiques ne peuvent pas être ceux qui déterminent la vie des Ivoiriens. On a vu également, on a entendu l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, indiquer que Laurent Gbagbo n'était pas la vision
du parti. Ça a donné lieu à beaucoup tout ce que ça a créé, d'invectives. voilà. Donc les gens sont dans la critiques également. passion, ils sont dans l'émotion, ils n'acceptent aucune pensée contraire. À la limite, ils veulent vous arracher. Ils perquisitionnent votre esprit pour savoir ce que vous pensez quand vous dites un mot. Dans un tel contexte, les hommes politiques sont totalement contents parce qu'ils savent que tout ce qu'on va faire, quand on va aller aux élections, les gens ne regarderont même pas les programmes que les gens vont présenter. Ils vont voter par rapport à leur ethnie, ils vont voter par rapport à leur région, ils vont voter. Et tout ça, finalement, nous tombons dessus parce qu'on ne sait pas où on veut aller. Quelles sont les valeurs qu'on crée et avec qui on crée ces valeurs-là. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc les Ivoiriens sont dans la tourmente. On ne sait pas qui va nous en sortir. Maman Idriss. Voilà. Ben, écoutez, à écouter les politiciens, Voilà. on sent qu'il y a assez de ressentiment encore au niveau des partis politiques et chacun défend sa chapelle. Et ça, C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, mais ce n'est pas de bonnes guerres pour les populations. D'autant plus que chacun pense qu'il a raison et chacun veut être celui qui a toujours la vérité pour lui. Pour revenir aux réseaux sociaux, je pense que c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire et il faut pouvoir traiter ce champ-là avec beaucoup de prudence. C'est vrai que, bon, à partir des réseaux sociaux, on voit un peu comment est structurée même la société ivoirienne. Tout est guidé par la politique et chacun pense qu'il faut forcément suivre son raisonnement, sinon on est hors de la plaque. Ce qu'il faut faire avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de trouver un mécanisme, je ne sais pas à quel niveau, mais pour canaliser. C'est vrai qu'on parle d'avatar, il y a beaucoup d'avatars aujourd'hui. On peut donner une vision et puis aller donner notre vision, inciter les populations à faire ce qu'elles veulent. Mais il faut que le politique arrive à canaliser vraiment les réseaux sociaux. Cela est important parce que nous allons aux élections. Quand vous dites canaliser, vous pensez à faire fermer comme... Non, pas fermer, je ne dirais pas fermer totalement. Parce que ça aussi, c'est la liberté d'expression. C'est important. Tout n'est pas négatif sur les réseaux sociaux. Mais il faut trouver un mécanisme pour interpeller, ça s'est fait déjà, je pense, ceux qui vont dans le sens de la révolte et des injures. Cela est possible. Je pense que ça s'est fait ailleurs. Ici aussi, nos autorités peuvent mettre un dispositif qui va permettre de canaliser les uns et les autres. Mais tout cela va dépendre du langage que les politiques tiennent envers les populations. Justement, vous me permettez de rebondir. On reproche aux politiques ivoiriens d'être des grands manipulateurs. Aujourd'hui, vous êtes à la barre. Comment vous vous défendez? Sans manipulation, on ne peut pas diriger les masses. Madame Christine Adjobi. Mais, écoutez, on n'a pas besoin forcément de manipuler le peuple. On n'a pas besoin de manipuler. Justement, c'est ce que vous faites, les politiques. Non, ne généralisez pas. Oh, ne généralisez pas. D'accord. On n'a pas besoin de manipuler le peuple pour pouvoir faire passer ses points de vue. Je pose une question. Allez-y. Tout dernièrement, quand les catholiques ont dit qu'ils vont marcher, et ça c'était, en principe, ils ne devaient pas dire marcher, on a l'habitude de faire des processions. Des processions, exactement. C'est ça. On a l'habitude de faire des processions. Quand ils ont dit ça, mais il y a des gens qui se sont saisis justement de cela et sur les réseaux sociaux. Et de la récupération. La récupération pour dire que nous allons tuer les catholiques, avoir le sang des catholiques. Est-ce les politiques qui les ont manipulés? Est-ce les politiques qui les ont manipulés? Il pourrait avoir une main derrière aussi. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est grave. Ah oui, hein? Eh bien, c'est grave. Et là, on aurait pu faire quelque chose parce que ces visages-là se voyaient. Je crois que le procureur de la République a lancé tout à fait, un appel à témoins justement pour appréhender cette personne. Pas, en tout cas. Donc, je ne pense pas que tout soit du fait des politiques, de la manipulation des politiques. Et puis le fanatisme, on le retrouve partout, dans tous les camps. Absolument. Mais ce n'est pas forcément les gens, le politique qui leur demande d'être fanatique. Non. Est-ce qu'à un moment, ma finalement, chapelle. le fanatisme n'arrange pas les politiques? Si vous avez un militant qui est fanatique, qui outrepasse finalement... Non, on peut le calmer. Hein. En tout cas, moi, je suis un fanatique du président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas que je On le peut cache. le calmer. Fanatique mesuré, vous disiez tout à l'heure que vous il est mesurez. il est Parce que fanatique. je suis contre tout excès.
Et au RHDP, nous n'avons pas besoin Le de... fanatisme, c'est l'excès. Oui, Non. le fanatisme, c'est un excès. Mais un excès, un excès de qualité. Contrôlé. Un excès de qualité. Ouais. Parce que c'est pas tout... Un excès, c'est un excès. Non, mais il est de qualité quand même. Qu'est-ce que vous entendez par excès de qualité? Je vous l'ai dit. Nous, au niveau du RHDP, nous n'avons pas besoin de manipuler nos militants et les populations pour les mobiliser. Nos actions. Il paraît que vous leur donnez de l'argent. Ce n'est pas ce qu'on n'a pas vu avec le Front populaire ivoirien et avec Laurent Gbagbo. Monsieur le député, vous ne pouvez pas être dans la modération et en même temps être dans l'excès. Je ne suis pas dans l'excès. Je ne suis pas dans l'excès. J'ai dit je suis contre tout excès. Dire que je suis un fan du président Alassane Ouattara ne signifie pas que... Un fan est différent d'un fanatique. Quand même. Ok, donc je suis un fan du président Alassane Ouattara. Je suis un fan du président Alassane Ouattara. Ok, nous sommes d'accord. Et donc pour nous, nous disons qu'il faut mettre fin à tout excès. Nous n'avons pas besoin de manipulation pour mobiliser nos populations, pour mobiliser nos militants. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut dissoudre les lois concernant l'utilisation des réseaux sociaux. On ne peut Quand pas. vous dites il faut qui? En tout cas, les décideurs. Les décideurs doivent pouvoir dissoudre les lois sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça n'appartient pas aux décideurs. C'est ce que je dis depuis le début du Ça débat. appartient à qui? Mais ça appartient au peuple. Est-ce que Donc vous 25 comprenez? millions Mais d'Ivoiriens. le peuple ici est 25 représenté millions par les d'Ivoiriens. Je vous explique vont comment ça. sortir un Je vous matin explique. pour demander Je qu'on vous puisse explique comment ça réguler fonctionne. donc les réseaux sociaux. Je vous explique comment ça J'avais la Alors, parole. il Bon, termine, j'avais la il va parole. terminer. J'avais la parole. On ne peut pas accepter qu'un individu, à travers le réseau social Facebook, avec 200 francs CFA, puisse intoxiquer, puisse mentir sur notre... Qu'est-ce que vous proposez, vous? Je dis, Durcir les lois, ce serait quoi, par exemple? d'ici les lois, c'est de pouvoir sanctionner tous les auteurs d'intoxication, tous les auteurs de mensonges sur les réseaux sociaux. Mais il y a des démarches déjà existantes dans ce sens. Oui, mais il y a des limites. Je pense qu'il y a encore des limites. Il faut revoir les choses. Vous avez dit tantôt qu'on a lancé un appel à témoins donc pour retrouver quelqu'un qui appelait donc au meurtre des catholiques. Il faut que je vous le dise. Je ne suis pas musulman, bien que je garde la barbe. Je suis chrétien, j'ai été catholique. C'est un cliché, la barbe, c'est pas forcément musulman. Non, Oui, c'est bien sûr. non, mais vous savez, hein, Voilà. simplement pour dire que ce genre de personnes doit être sanctionné. Comme tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui pensent qu'à travers les réseaux sociaux, ils peuvent manipuler, ils peuvent intoxiquer le peuple. Et je vais plus loin pour dire que j'ai apprécié cette sortie de M. Assali lorsqu'il a dit que le jour des élections, il faut interdire l'utilisation des réseaux sociaux. On ne parle pas de Il a dit réduire ou interdire? De fermer les de réseaux. fermer. cela. Moi, je ne parle pas du téléphone, on parle des réseaux sociaux. Il faut fermer le jour des élections, là. Il faut fermer les réseaux sociaux. Ce n'est pas excessif, ça. Au Congo, pendant les élections, ils ont fermé les élections. Oui. Ils ont fermé les réseaux sociaux là-bas. C'est ce que je voudrais dire. Vous avez... Docteur Agoublier, Non, j'ai fini maintenant. D'accord, j'ai fini. merci, vous êtes bien gentil, merci. Je rebondis sur la question de l'émotion rapidement avant de traiter de la question. rapidement. Très rapidement. Vous savez, dans les lettres persanes, Montesquieu disait, c'est une formule qui est magnifique et je crois qu'il va réconcilier quand même les Ivoiriens les uns et les autres. Celui qui veut me faire changer de religion, par exemple, prenez le cas de la religion, ne le fait sans doute que parce qu'il ne changerait pas la sienne. Celui qui veut me faire changer de religion ne le fait sans doute que parce qu'il ne changerait pas la sienne. Il trouve cela étrange que je ne fasse pas une chose qu'il ne ferait pas lui-même, peut-être pour tout l'empire du monde. Celui qui dit que Gbagbo est le centre de la réconciliation doit être compris de celui qui est fan de Alassane Ouattara, parce que dans les mêmes circonstances, il dirait lui-même que Alassane Ouattara est le centre de la réconciliation. Ce qui arrive à Laurent Voici la Gbagbo vérité. ne va pas nous J'arrive, arriver. voici la vérité. Voici la Nous sommes grande de bons vérité. démocrates. Voici la grande vérité que certains ne veulent pas voir. Vous voyez, le peuple du FPI est un peuple en souffrance. Avant que J'arrive, oui. avant que vous alliez un peu plus Oui. loin, moi je souhaite que les téléspectateurs nous comprennent. Et comme Antoine Assalé Timoko l'a indiqué, il y a des téléspectateurs qui n'ont pas un niveau qui puisse vous permettre savez, de comprendre. Un leadership de J'en grands viens. professeurs. Un niveau qui puisse leur permettre de comprendre le niveau de langue que nous employons ici. Est-ce que vous êtes en train de dire que de part et d'autre, on est tous des jusqu'au-boutistes? Non, pas des jusqu'au-boutistes. Je Expliquez-nous. considère que la politique en Côte d'Ivoire doit être prise, malheureusement,
et sur ce point, j'accorde mes vues avec celles de M. Assalé Thiemoko, en attendant de positiver, parce que c'est notre demande, donc de rendre la chose régulière, de rendre la chose matérielle et qu'elle échappe, n'est-ce pas, à l'empire des émotions. Mais en attendant cela, quel est le constat? Le constat, c'est que la politique n'est pas quelque chose de positif en Côte d'Ivoire. Ça reste du domaine de l'épique. Or, dans le contexte de l'épique, les corps sociaux, les différents corps sociaux se conglomèrent, s'agrègent derrière des champions. Hector, Ulysse, Paris. Vous voyez? Pour revenir au schéma ivoirien. Pour en revenir, donc, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro. Vous avez Alassane Ouattara, en effet. Tu avais oublié de le citer. Non, c'est pas un lapsus. Non, c'est pas un lapsus. C'est même pas un lapsus. Alors, donc, Alassane Ouattara. Et les gens qui les aiment ont raison de les aimer, en effet. Mais ce n'est pas le sujet. Et vous devriez citer aussi Mamadou Koulibaly. Oui, mais parce que avec Mamadou Koulibaly, on n'est plus dans le pic. Bon, enfin, je vais dire non. Mamadou Koulibaly. Donc vous êtes déjà sorti de là. Alors, la grande demande des gens qui se conglomèrent derrière ce personnel politique, c'est qu'ils sont en souffrance. Et quand ils disent qu'un tel ou un tel, justement, manque à la réconciliation, ils estiment que la partition du pays est un schéma qui reste de l'ordre du symbolique. Et il faut que le pays se complète. Du point de vue de ce que Montesquieu disait dès lors, vous ne pouvez jamais comprendre, n'est-ce pas, le discours qu'ils tiennent, parce qu'il est de l'ordre de l'émotif. Et pour que vous le compreniez, en effet, il faut vous mettre dans la position inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait passé si la même chose était arrivée à Henri Konan Bédié? Qu'est-ce qui se serait passé si la même chose était arrivée à Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et ça on le voit, alors que cela se passe avec M. Guillaume Soro? Quand on a compris ça, quand on a vu ça, quand on a pu objecter, c'est-à-dire introjecter justement sa propre subjectivité dans celle de l'autre, qu'on a pu comprendre avec empathie ce qui peut endurer, à partir de ce moment, je crois qu'on a fait un pas vers la réconciliation. Vous m'amenez à paraphraser une belle maxime qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». C'est en quelque sorte cela. Voilà. Allez, oui, allez-y. Madame prenne la parole. Je voulais dire que, d'abord sur la question des réseaux sociaux, Bamba a parlé de liberté d'expression. Vous savez, aux États-Unis, la liberté d'expression, elle est absolue. Elle est absolue. Il n'y a pas de barrière à la liberté d'expression aux États-Unis. C'est un choix. Dans nos pays, on a estimé qu'elle n'est pas absolue. Et donc, les lois la restreignent. On ne peut pas inciter à la révolte, on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas manipuler l'opinion avec la liberté d'expression. Donc, les réseaux sociaux sont un monde illimité de liberté d'expression. Or, dans les pays comme où nous vivons, la loi encadre ça. Donc, il y a une limite déjà. Et dès l'instant où l'État se découvre impuissant à réguler un outil qui lui échappe, quand on dirige un pays, on a la responsabilité de le préserver. Très souvent, je le dis à des amis qui sont du FPI, je dis, vous les gens du FPI, sans stigmatiser, votre problème, c'est que vous êtes dans l'idéal. Vous n'êtes pas pragmatique. Vous, les problèmes sont posés et vous êtes dans l'analyse, dans l'idéologie, au lieu de revenir sur terre. C'est ça qui vous a échappé. Les réseaux sociaux sont un formidable outil d'expression. Ça a permis à tout le monde d'être journaliste. Chacun est assis, il voit un truc, il balance, ainsi de suite. Mais il y a un mauvais usage des réseaux sociaux. Aucun pays au monde n'a les moyens de réguler les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on fasse une grande réflexion. Il y a même pas quoi 2 semaines, la Fondation Kofi Annan a pondu un communiqué appelant les pays où, en 2020, il y a une élection, à prendre des mesures urgentes pour réguler les réseaux sociaux. Sinon, les gens vont manipuler les résultats et ça va créer la guerre civile. C'est la Fondation Kofi Annan qui l'a dit à Davos il n'y a même pas quoi 2 semaines. C'est très fort. Donc je voulais que les gens comprennent ce que j'ai mis comme vœu. Un chef d'État, son premier devoir, c'est de sécuriser son pays et de traquer tous ceux qui sont un ennemi de la sécurité des Ivoiriens. C'est ça que j'ai dit. Quand on a compris ça, le reste, on l'a compris. Deuxième chose, sur la question de l'émotion. Ce pays, le mal, c'est qu'on n'accepte pas que les gens pensent autrement. Alors que le dialogue, la discussion, le débat, il faut partir du principe que chacun a raison selon son point de vue.
Le point de vue, ce n'est pas l'opinion. Le point de vue, c'est la position idéologique, politique, sociale, économique, à partir de laquelle tu t'exprimes. Quand quelqu'un parle du FPI, le FPI qui parle de la réconciliation, il parle à partir de son point de vue qui est qu'il s'identifie à Laurent Gbagbo. Par conséquent, pour lui, Gbagbo Laurent est le centre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais c'est sa vérité à lui, par rapport à son point de vue. Mais moi, Saleh Tibogo, ce n'est pas ma vérité à moi par rapport à ma position, qui est observateur. Donc, si on comprend que la vérité est relative et que nul ne détient cela, en ce moment, le débat il est serein. Mais quand on distrait les gens, on ne vous reconnaît même pas le droit de penser autrement. Une opinion que vous émettez, à la limite, on n'accepte même pas ça, on cherche à vous éliminer pour ça. Et on est en 2020, année électorale, où c'est une année de passion. Vous allez voir que d'ici 2 mois, 3 mois, le pays ne sera plus dirigé. Les cadres, les députés, tout le monde sera sur le terrain. Voilà. Et donc, le débat de fond qu'on doit faire pour que les Ivoiriens sachent où est-ce qu'on veut aller à ces élections, on ne le fera pas. On va nous tromper avec des problèmes superficiels, alors que la santé, il y a un problème, la justice, il y a un problème, l'éducation, il y a un grave problème. Mais on ne fera pas de grands débats autour de ce thème-là. On est déjà en France, on est en 2020. Déjà, les débats pour 2022 ont commencé. Nous, on est à 8 mois des élections. On n'a même pas les candidats. On ne sait même pas qui est candidat. Les conventions sont jusqu'en juin et en juillet. À 3 mois des élections. C'est là qu'on saura les candidats. Donc, cette élection-là, elle n'est pas pour créer le pays. Et justement, justement, en parlant de cette élection, elle va se dérouler dans un peu plus de 7 mois. Vous qui êtes homme politique avec grand H, évidemment, on tient compte de Mme Christine Adjobi. Si on vous demande d'être force de proposition, comment vous entrevoyez ces quelques mois qui vont s'écouler avant l'avènement de cette élection? Quel discours tiendrez-vous à vos militants? Est-ce que vous pensez qu'on aura une année électorale apaisée? Qu'est-ce que vous mettrez en œuvre justement pour que cette année électorale soit apaisée? Oui, mais pour répondre à votre question, c'est ce que l'initiative qu'a prise le président Afi, déjà. Il continuera dans ce sens? Bien sûr, bien sûr. Dans la dynamique du rapprochement, du discours des armées? On n'a fait que ça. Quand vous parlez de FPI qui sont violents, qui sont ceci, il faut faire la part des choses. Qui a parlé de FPI violent? Enfin, violent. Oui, les non, camarades. on n'a pas dit ça ici. Hein? Non, ils n'ont pas fait sortir le mot. C'est ce qu'on a dit. C'est tout comme. On se comprend. On se comprend. Allez-y. Donc, je disais tantôt qu'il a commencé, il va continuer justement sur cette lancée-là. Parce que nous voulons tous une réconciliation des enfants de ce pays. Pour qu'on ne revive pas ce que nous avons vécu en 2011. Ça, nous sommes catégoriques là-dessus. Et par rapport au FPI, le fait même que le président Afi ait rencontré le président Gbagbo, nous sommes en train de nous unir. On avait parlé de congrès d'unité, ça se prépare. Donc vous pensez que les querelles au sein du FPI, c'est terminé? Je n'ai pas dit que c'est terminé, mais c'est en voie. C'est en voie. Le président Gbagbo, le président Afi ne pouvait pas rencontrer le président Gbagbo, ça fait 2 fois déjà qu'il a rencontré. Donc on n'aura plus de frange Gbagbo ou rien et frange Afi N'Guessan, non? Il n'y a qu'un seul FPI. Un seul FPI avec pour président Afi N'Guessan. Mais quand nous irons au congrès unitaire, nous allons réviser ça. Parce que le président Gbagbo, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en lui, et nous-mêmes aussi. C'est parce qu'il n'était pas là. Afi était le président, et Afi a continué le travail, mais les autres camarades n'ont pas compris. Et Afi était dans le dialogue politique, les autres camarades n'ont pas compris. Les réseaux sociaux, vous avez vu tout ce qu'on a balancé dessus et qui est collé à la peau d'Afi. Afi est vendu, Afi est ceci, là. Tout le monde a compris maintenant. Tout le monde a compris que s'il n'était pas ça. Mais parce qu'on veut rester dans le jeu politique, on ne peut pas être opposant et ne pas avoir son mot à dire dans la politique. Et c'est pour ça qu'Afi a fait ça. Et donc, pour revenir sur le fait que le président Afi a rencontré le vice-président, nous sommes sur cette lancée-là
pour la réconciliation des enfants de ce pays-là. Alors, Docteur Agoubli, Merci. ouais, vous êtes aussi favorable à la réconciliation. Comment, quel discours vous allez tenir, vous, à vos militants ce qui m'inquiète, pas pour vous inquiéter, hein, attention, c'est un... Enfin, vous faites votre analyse, allez-y. C'est un doute à la limite Personnel. personnel, objectif d'ailleurs, je crois. C'est que, vous voyez, on a 8 mois des élections. La question de la CEI n'est pas totalement réglée. Parce que Mais au cœur de discussions politiques. Voilà, au cœur des discussions Le dialogue politiques, vous dites politique, bien. Le recensement des personnes physiques est annoncé pour être lancé. Est en cours. Bon. Le recensement, vous parlez de la CNI, Exactement. est en cours. La liste électorale, on n'en sait pas grand-chose. Elle est aujourd'hui à 6 millions de personnes, quand les estimations prédisent qu'elle pourrait être au moins au double de ce chiffre. Vous voyez, il y a de graves écueils qui nous attendent. Et on parlait de réconciliation pour solder le passé, le compte du passé. Mais tout est en train d'être mis en œuvre pour que nous attende demain quelque chose de plus grave que ce qui est déjà. Mais pourquoi ces propositions, vous ne les Non, faites pas dans le cadre du dialogue politique? Ce n'est pas... Je voulais rapidement finir ce Allez-y, développement allez-y. pour poser une question à la fois au président de la République et à tout le corps politique. À qui appartiennent les élections? À qui appartiennent les élections? Les élections, c'est fait pour qui? C'est fait pour le peuple. Mais dans tout ce qui se fait aujourd'hui, où est le peuple? Je vais vous donner... Peut-être que Charles Nioré va vous donner une réponse tout à Je vais l'heure. vous donner une illustration de la question pour ne pas qu'on me dise, mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Je vous donne un exemple pour la CEI. Pour la CEI, nous avons dit il faut que certains corps de la société désignent, selon un mécanisme que nous avons indiqué, nous, à leader, quand je dis nous, c'est leader, des personnalités totalement issues de la société civile. Alors, on va me dire, oui, mais la société civile en Côte d'Ivoire est partisane. Et on va induire l'effet que, justement, ça pourrait être problématique. Mais on vit depuis 60 ans avec des problèmes que nous causent des politiques. On peut accepter que pour 1 an ou 2, la société civile, quand même, nous en crée quelques-uns aussi. Et qu'a répondu le pouvoir? Mais on nous a opposé une fin de non-recevoir. Non seulement on n'est pas invité aux différents débats, mais ce qui est le plus grave, c'est justement la collusion, n'est-ce pas, de la société politique en Côte d'Ivoire pour décider que c'est à elle que doit revenir l'organisation des élections. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce ne sont pas les politiciens qui doivent organiser les élections. Ce ne sont pas les politiciens. Ça, c'est le point de vue des leaders. Ça, c'est mais j'allais dire que la politique en elle-même, et j'ai posé le postulat depuis le départ, ce n'est pas la chose privée des politiques. Non. C'est la décision du peuple. Je suis avec un libéral. Le principe du libéralisme, c'est l'État limité. Parce qu'en vérité, pour que nous décidions de venir sur ce plateau, ce n'est pas à l'État que nous avons demandé la permission. Nous sommes venus de nous-mêmes. Dans la vie de tous les jours, nous agissons de nous-mêmes. Nous n'agissons pas pour le compte de l'État. Qui est l'État? C'est une personne morale, de droit public, titulaire de la souveraineté. Il n'est pas détenteur, il est titulaire de la souveraineté. C'est nous, c'est le peuple qui est détenteur de cette souveraineté. Et les élections appartiennent au peuple. C'est lui qui doit les organiser. Les acteurs politiques doivent venir... Mais je vous ai dit le mécanisme tout à l'heure. Qu'il faut faire en sorte que la société civile entièrement hérite de la CEI. Le ministère de l'Intérieur. Et que ce soit le ministère de l'Intérieur, si l'État n'était pas aussi suspect, effectivement, comme il peut l'être et comme beaucoup d'Ivoiriens vous le diront. D'accord. Mais vraiment, vous avez 30 secondes. Oui, vraiment les 30 secondes. Allez-y. Pour que les acteurs politiques, pour ne pas que les réseaux sociaux nous enveniment, pour que toute la société civile ait ce soupçon, ce scepticisme qu'on a, et qui fait qu'on a envie d'être concurrent de la communication de l'État. C'est parce qu'on veut être concurrent de la communication de l'État qu'on va sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas confiance dans les organismes étatiques ou dans les organismes publics qui diffusent l'information. Le jour où les gens auront confiance dans les institutions, aussi bien de l'information que ceux, justement, qui doivent réguler le dissensus politique, à partir de ce moment, vous verrez que les gens ne pourront pas, j'allais dire comme M. Saleh Tirmoko le prévoit, mettre en doute à ce point-là la parole
public. Charles Niaoué. Oui, je voudrais vous rassurer, M. Ali Diarra-Souba, que nous, au niveau du RHDP, en tout cas pour cette phase qui vient, celle de la campagne, des élections et tout ça, le président l'a dit récemment au cours d'une grande rencontre au Palais des Sports, ne répondez pas à ceux qui nous insultent. Et pour nous, cela résonne comme des injonctions. Cela résonne comme un ordre. C'est pour cela que nous, dans nos échanges avec nos frères de l'opposition, avec les populations, nous mettrons en avant nos actions réalisées qui sont visibles, qui sont concrètes, qui sont là. De sorte à ce que, et parce que tous ces partis politiques ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire, que les lecteurs comprennent la différence entre nous, RHDP, le FPI, le leader et tout ça. On vous a laissé diriger. À côté de cela, nous allons présenter à nos populations, aux électeurs, ce nouveau programme de gouvernance qui arrive. Parce qu'avec Alassane Ouattara, avec le RHDP, on est en plein de la campagne. nous ne sommes pas dans les mots. On est à fond dans la campagne. Nous sommes dans les actions. Nous sommes dans les actions. Et puis revenir pour dire que le débat sur la CEI, pour nous, il est clos. On ne peut pas rester une éternité à réfléchir sur la mise en place d'une commission électorale indépendante. Surtout que nous avons été de bout en bout aux discussions de la mise en place de cette CEI et que nous avons eu des représentants dans les commissions électorales locales. Parce que donc, mon candidat là n'a pas gagné dans une petite ville de Bongwanou ou bien de Korogo. On dit non, il faut revoir le système. Maintenant, quand nous sommes allés pour les élections au niveau local, il y a eu élection pour avoir le président de la CEI locale. Ce n'est pas une nomination. Il faut que nos opposants comprennent que nous, au RHDP, nous sommes encore dans l'esprit de toujours nous battre pour donner le meilleur aux Ivoiriens. Et pour nous, nous disons que ce ne sont pas donc les commissions locales qui donnent des victoires. On l'a vu dans plusieurs pays. C'est la maîtrise du terrain. Et aujourd'hui, quand vous regardez les partis politiques, seul le RHDP peut se targuer d'avoir des représentations dans toutes les localités. Alors, merci beaucoup, M. Charles Niaoué. M. Midé, Alfred, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, je suis au regret de voir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour aller à la réconciliation, on matérialise la réconciliation par une tierce personne. Parce que lorsque les choses vont commencer, si par exemple, il y a la guerre en Côte d'Ivoire, ce sont les populations dans les villages. Mais nos mamans, nos frères. Pardon, on va peut-être changer les places. Je pense que votre place demain est prise. Voilà, le politicien va On va laisser le terminer, je peux laisser le terminer. Voilà. Nos mamans, nos frères. Nos mamans, nos frères. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Parce que quand vous allez dans les villages, eux-mêmes, parfois vous voyez des populations qui n'ont pas besoin de grands choses pour être heureux, seulement être en paix. Okay. Merci beaucoup. Oui, Bamba Non, Idrissa, en mais même temps, je rappelle que ce sera vos mots de fin parce que voilà, nous sommes au terme de cette émission. Allez-y. Je pense que le politologue doit comprendre que c'est tout à fait normal que les militants du FPI disent que Gbagbo est le champion, c'est le meilleur, qu'il soit là pour la réconciliation. C'est tout à fait normal aussi que les RHDP disent le champion, le meilleur, c'est Alassane Ouattara. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau. Que les militants du PDCI disent que c'est M. Henri Konan Bédié, leur champion. C'est tout à fait logique et normal. Mais ce que nous disons, Mais il faut que le soit mesuré. langage soit policé au niveau des leaders politiques. Il faut que le langage qui va vers les militants soit policé, de sorte qu'on ne soit pas des fanatiques. Et ça, c'est très important. Donc, la réconciliation peut se faire. Mais cette réconciliation-là, il faut savoir que c'est un processus. Ça ne se fera pas d'ici quelques mois, d'ici 8 mois. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible. Donc, on va poursuivre la réconciliation après. Parce que les élections qui arrivent, moi je suis très Elles sont quand même inquiet. déterminantes aussi. Oui, dans elles ce sont processus de réconciliation. déterminantes pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il faut espérer, tout simplement. Il faut espérer avec la nouvelle démarche d'Afin Guessan et les autres. Antoine Assalé Timoko. Oui, une chose, c'est que l'élection de 2010, le vocable qui l'a accompagné, c'était qu'on a dit que c'était une élection de sortie de crise. De 2002 jusqu'à 2010, on était en crise.
une rébellion, pays coupé en deux et tout ça. Tous les arrangements politiques ont été faits à travers le monde. Et on nous a dit, on appelle les Ivoiriens à aller voter pour sortir de la crise. Les Ivoiriens ont été votés. Ils ont reçu en récompense une guerre. Cette guerre a fait officiellement 3000 morts. De 2010, on est maintenant en 2020. On dit, dans 8 mois, on s'en va aux élections. Cette élection, quel est le vocable qui va l'accompagner? Est-ce que c'est une élection qui va nous réconcilier ou bien une élection qui va nous plonger encore dans la division? Donc, il faut que finalement, on sache ce qu'on veut dans ce pays. Les partis politiques sont financés à hauteur de 800 millions par an. En tout cas, pour ce qui concerne les grands partis. 800 millions de francs CFA d'argent public qu'on donne aux partis politiques, sur lequel le peuple n'a aucun contrôle. Après, pendant les élections. Ah non. Il y a une loi qui a été votée depuis 2004. Ah oui, mais nous, on n'est pas financés. Bon, ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le principe est que les partis politiques sont financés. Ça fera l'objet d'un autre débat. On fera un débat, si vous ne le recevez pas, ça c'est notre débat. Mais il y a une loi qui dit que les partis politiques sont financés. Et je sais que depuis 2004 jusqu'à maintenant, des partis politiques reçoivent de l'argent public. Pas le FPI. Dans le principe, mais de 2002 jusqu'en 2010, le FPI a reçu ça. Mais quel FPI? Les 800 millions. Oui, mais Le FPI au pouvoir avait reçu ça. Alors, nous sommes au terme de cette émission. C'est que Vous aurez le temps l'argent doit servir, d'argumenter à une prochaine l'argent émission. doit servir à éduquer les militants. Les partis politiques n'éduquent pas les militants. Ils ne rendent aucun compte aux Ivoiriens de l'argent public. Les 800 millions qu'on leur donne, ils ne font aucun compte aux Ivoiriens. Ils n'éduquent personne. Ils ne font aucun séminaire pour former les militants. Et les militants sont tous des fanatiques. Et on va aux élections avec des fanatiques. Pour aller voter, pour nous envoyer encore la guerre. Et c'est un peu comme le docteur le dit, tu es le souverain, tu dois comprendre que finalement, la seule victime, c'est le peuple. Voilà. Et que les hommes politiques ne peuvent pas continuer pendant 50 ans à régir nos vies et à compromettre notre avenir à chaque élection. C'est le débat qu'on doit faire. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat, à cette émission NCI 360. Le temps passe vite. Nous sommes au terme donc de cette émission. Merci à vous, Madame le ministre. Christine Adjobi-Nebou, vice-présidente du FPI chargée des politiques sociales, de la solidarité et du bien-être. Merci à vous, docteur Paul Hervé Agoubli, délégué national du parti Leader, chargé de la communication. Vous êtes enseignant-chercheur par ailleurs à l'université Félix Houphouët-Boigny. Merci à vous, M. Charles Niaoré, député, président de Force 2015, mouvement proche du RHDP. Merci à vous, M. Midi Alfred, vous êtes politologue. Merci à vous, Bamba Idriss et Antoine Assalé Tiemoko. Vous êtes journaliste, vous avez bien voulu commenter l'actualité avec nous ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain à 20h05 pour un autre numéro de NCI 360. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine sur nos antennes. Merci beaucoup.